Ce qui s'est passé ce soir à Marrakech dépasse très largement le cadre d'un simple match de football. Oui, il y a eu cette remontée spectaculaire des éléphants de Côte d'Ivoire, revenus de loin pour s'imposer 3-2 face aux Panthères du Gabon, dans un scénario renversant, presque irréel. Mais pendant que certains célébraient cette victoire comme un acte de caractère, de l'autre côté, c'est tout un édifice qui s'est fissuré, puis brutalement effondré. Parce qu'au moment même où cette analyse est posée, une annonce officielle est tombée à Libreville. Froide, lourde, sans détour. Le gouvernement gabonais a décidé, avec effet immédiat, de suspendre l'équipe nationale. Les joueurs, l'encadrement technique, les compétitions à venir, tout est mis à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Une décision radicale, justifiée selon le communiqué par une prestation jugée déshonorante, indigne des valeurs que le pays entend défendre. Et quand un État intervient aussi frontalement dans le football, ce n'est jamais un simple geste symbolique. On quitte le terrain du sport pour entrer dans celui de l'honneur national, de la représentation, du respect du maillot et de ce qu'il incarne aux yeux d'un peuple entier. Dans ce même communiqué, des noms sont cités, des noms lourds de sens. Celui de Pierre-Emerick Aubameyang, figure emblématique, visage international du football gabonais depuis plus d'une décennie. Celui aussi de Bruno Ekwelemanga, capitaine historique, symbole d'une génération. Tous deux annoncés comme mis à l'écart de la sélection, toujours selon les autorités. Une onde de choc pour les supporters, mais aussi pour tout le football africain, car ce type de décision dépasse largement le cadre d'un vestiaire. Pourquoi cette affaire compte autant? Parce qu'en Afrique, le football n'est jamais qu'un jeu. C'est un miroir social, un exutoire collectif, parfois un langage commun quand tout le reste se fragmente. Quand une équipe nationale entre sur le terrain, elle ne représente pas seulement 11 joueurs. Elle porte une histoire, une fierté, parfois des tensions enfouies, parfois des attentes immenses. Et quand la performance est perçue non pas comme une défaite, mais comme une humiliation, la réaction peut devenir institutionnelle. Le public peut accepter de perdre, mais il pardonne rarement l'impression de renoncement, l'absence d'âme, le sentiment que le maillot n'a pas été défendu jusqu'au bout. Cette situation rappelle d'ailleurs un précédent bien connu en Côte d'Ivoire. En 2000, après une élimination précoce, les éléphants avaient été rappelés à l'ordre par le pouvoir de l'époque. Pas pour les punir sportivement, mais pour leur rappeler ce que signifie représenter une nation. Depuis, qu'on gagne ou qu'on perde, une exigence est restée, celle de la dignité. Et c'est précisément ce mot qui plane aujourd'hui au-dessus du Gabon. Alors la vraie question n'est pas seulement comment le Gabon a perdu ce match. La vraie question, c'est ce que cette défaite a révélé sur le terrain comme en dehors. Parce que ce qui s'est joué à Marrakech est bien plus qu'un scénario à rebondissement. Avant les communiqués officiels, avant les sanctions, avant les mots très durs, il y a eu 90 minutes de football. Et ces 90 minutes expliquent beaucoup de choses. Le Gabon avait pourtant bien commencé. Une entame sérieuse, un bloc organisé, une équipe qui donne l'impression de maîtriser son sujet. À ce moment-là, le match ressemble à un scénario presque classique. Une équipe qui gère, qui se projette par séquences, qui joue avec son avance sans se découvrir inutilement. Mais le football, surtout à ce niveau, n'aime pas les demi-mesures. Soit tu tues le match, soit tu lui laisses une porte entrouverte. Et cette porte, les Panthères l'ont laissée ouverte un peu trop longtemps. En face, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont jamais paniqué, même menés, même bousculés. Ils ont continué à avancer avec une forme de calme presque inquiétante, comme une équipe qui sait que le temps, parfois, finit par travailler pour elle. C'est là toute la différence entre une équipe qui doute et une équipe qui croit encore profondément à son scénario. Tactiquement, on a vu un basculement progressif mais net. La Côte d'Ivoire a haussé son bloc, pris davantage de risques, mis plus de densité dans les couloirs. Le pressing est devenu plus coordonné, moins individuel, plus collectif. Résultat, le Gabon a commencé à reculer, à défendre en regardant son but plutôt qu'en contrôlant le ballon. C'est souvent le premier signe d'un glissement dangereux. Sur le papier, protéger une avance peut sembler logique. Sur le terrain, face à un adversaire qui pousse, c'est souvent fatal.
Les transitions gabonaises se sont raréfiées. Les sorties de balles sont devenues plus longues, plus imprécises. Et quand tu rends le ballon aussi vite à une équipe qui monte en intensité, tu finis par subir. La Côte d'Ivoire a senti l'odeur du sang, non pas avec précipitation, mais avec patience. Mentalement, c'est là que tout s'est joué. Une remontée n'est jamais uniquement une question de tactique. C'est une bataille invisible. Quand le premier but ivoirien arrive, il ne change pas seulement le score. Il transforme les attitudes, les regards, les gestes. Les corps se crispent côté gabonais, tandis qu'ils se libèrent côté ivoirien. Et dans ces moments-là, le rôle des cadres devient central. On attend d'eux qu'ils calment, qu'ils parlent, qu'ils réorganisent. Quand cela ne se fait pas assez vite, le match peut s'échapper en 10 minutes. C'est exactement ce qui s'est produit. La Côte d'Ivoire a continué à jouer vers l'avant sans arrogance mais sans peur. Le Gabon, lui, a semblé jouer pour ne pas perdre. Et c'est souvent comme ça qu'on finit par perdre. C'est pour cela que cette défaite a été perçue comme une humiliation par les autorités. Pas seulement à cause du score final, mais à cause de la manière. On peut accepter une défaite. On accepte beaucoup plus difficilement un renoncement. Après ce type de match, il y a toujours une avalanche de réactions à chaud, émotionnelles, parfois injustes. Alors, il faut prendre le temps de remettre certaines choses à leur place. Première erreur fréquente, croire que le Gabon a tout raté. Non, le Gabon a montré des choses intéressantes par séquence, une organisation initiale cohérente, une discipline défensive en début de rencontre, une capacité à se projeter. Le problème n'est pas l'absence de niveau, le problème c'est la gestion du moment clé. Quand on ne corrige pas assez vite, tout s'effondre dans la perception publique. Deuxième erreur, réduire la remontée ivoirienne à un simple coup de chance. C'est faux. Une remontée se construit. Elle passe par des ajustements, par une lecture fine du match, par une montée progressive en intensité. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné parce que le Gabon a offert le match. Elle a gagné parce qu'elle a su changer de rythme au bon moment. Troisième erreur, désigner uniquement les joueurs comme responsables. Dans le football moderne, la responsabilité est collective. Le staff, la gestion du banc, la communication sur le terrain, la préparation mentale, tout est lié. Quand une équipe recule trop bas sans solution de sortie, ce n'est pas seulement un problème d'envie, c'est aussi un problème de plan. Il y a également une confusion très répandue, croire qu'une sanction politique règle un problème sportif. Une suspension peut envoyer un message fort, mais elle ne corrige pas à elle seule les mécanismes qui ont conduit à cette situation. Sans réflexion de fond, sans travail structurel, le risque est de créer plus de frustration que de solutions. Pour comprendre ce match, il faut savoir quoi regarder. Dès les premières minutes de la seconde période, certains signaux auraient dû alerter. Les récupérations ivoiriennes se faisaient de plus en plus haut. Les duels changèrent de camp. Les deuxièmes ballons aussi. Ce sont des indicateurs simples mais essentiels. Autre élément clé, les côtés. Quand une équipe commence à être débordée sur les ailes, ce n'est jamais seulement la faute des latéraux. C'est souvent un manque de soutien, un retard dans les replis, une fatigue mentale qui s'installe. Et puis, il y a ces moments presque invisibles à l'écran, une discussion qui n'a pas lieu, un joueur qui hésite à monter, un autre qui n'ose plus demander le ballon. C'est là que le match bascule vraiment. Dans d'autres scénarios, le Gabon aurait pu faire des choix différents. Ralentir le jeu autrement, conserver le ballon plus haut, casser le rythme par la possession plutôt que par le recul. À ce niveau, les détails décident de tout. Les signaux d'une équipe en confiance sont simples. La justesse technique sous pression, la capacité à ressortir proprement, le nombre de joueurs qui se projettent ensemble. Ce soir-là, ces signaux ont progressivement changé de camp. Alors, cette crise est-elle un simple coup de colère ou le début d'une reconstruction plus profonde? C'est la question centrale. L'histoire du football africain est remplie d'équipes qui ont touché le fond avant de se réinventer. Tout dépendra de ce qui sera fait après le choc, loin des caméras, loin de la colère immédiate. Pas de haine, pas d'insultes, pas de raccourcis définitifs. Le football reste un sport collectif, humain, imprévisible. Cette suspension peut devenir une cicatrice durable ou un point de départ. Le temps et surtout les décisions prises dans le calme diront laquelle de ces voies sera empruntée.
Si cette analyse t'a permis de comprendre ce qui s'est réellement joué derrière ce match de Marrakech, au-delà du score, au-delà des émotions, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à partager ton point de vue. Dis-moi en commentaire si, selon toi, cette suspension est une erreur ou une opportunité. Dans la prochaine analyse, on se penchera justement sur ces équipes africaines qui ont transformé une humiliation en renaissance.